Arc-en-ciel, la chronique. Radio et l'émission Arc-en-ciel, l'émission dédiée pour la promotion de la relation France-Maroc, la coopération sud-sud et l'apport des émireux dans le capital immatériel du Maroc. Nous sommes en direct avec Naïma Al-Qourchi. Bonjour Naïma. Bonjour Sabri. Bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, marhaban. Oui Hamid. Bonjour Madame Naïma Al-Qourchi. Alors, Bonjour, pour vous représenter très brièvement, vous êtes une compétence MRE, vous êtes ancienne membre du HCR, au commissariat aux réfugiés, vous êtes à la fois aussi conférencière, spécialiste des questions internationales, notamment dans le domaine des conflits. Vous êtes également juriste de formation. Alors on a parlé effectivement de la marche verte et notamment de son 39e anniversaire. Sa Majesté Feu Hassan II sollicitait le départ de 350 000 volontiers civils marocains, portant chacun un Coran et un drapeau marocain en direction du Sahara occidental, duquel l'Espagne ne voulait pas se retirer. Devant l'afflux des volontaires, on a vu une loterie organisée pour dénicher les participants. Selon vous, ou pouvez-vous plutôt nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est la marche verte et dans quel contexte a-t-elle eu lieu? Justement, puisque nous célébrons cette semaine les festivités pour la commémoration du 39e anniversaire de la Marche verte, j'aimerais qu'on rende hommage aux 350 000 femmes, hommes et femmes, parce qu'il y a eu 10% de femmes qui ont pris part le 6 novembre 1975 à cette marche verte. Cette marche verte, je vous rappelle le contexte, le Maroc était occupé par plusieurs colonisateurs, les Français disons au nord et l'Espagne au sud. Et l'Espagne, disons, ne voulait pas décoloniser la partie saharienne et le Maroc a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de justice qui a rendu un avis qui démontrait qu'il y avait un lien d'allégeance entre les tribus sahraouis et le sultan du Maroc. Suite à cet avis consultatif d'octobre 1975, Hassan II a lancé un appel auquel la population marocaine a répondu spontanément et donc a conduit 350 000 volontaires sur le Sahara, ce qui a donné rapidement lieu aux accords de Madrid de novembre 1975 avec le départ des Espagnols et le recouvrement de l'intégrité territoriale du Maroc. D'accord. Alors, selon vous, la seule proposition par l'ONU est-elle adaptée dès le départ ou, selon vous, la proposition d'autonomie est-elle la seule solution viable actuellement dans le contexte géopolitique qu'on sait aujourd'hui, notamment sur les... Vous voulez parler du plan... Vous faites allusion au plan qui a été proposé en 91, c'est-à-dire qui a mis en place la MINURSO, qui justement, pourquoi on est en fait un peu dans ce blocage qui dure depuis une quarantaine d'années, c'est parce que je pense, ça c'est mon point de vue de juriste et personnel, c'est le plan de 91 avait enfermé la solution à ce conflit dans un unique référendum. Or, il est impossible, et moi-même je peux en témoigner, parce qu'à l'époque j'étais à l'Aïoun et donc j'ai vu le processus d'identification, il était impossible de façon logistique d'identifier une population qui était nomade. Pendant longtemps, le Polisario s'est focalisé sur un recensement fait par l'Espagne en 1974, mais recensement qui était incomplet parce qu'il ne tenait pas compte d'un certain nombre de populations locales qui avaient fui la colonisation, qui se sont installées dans d'autres régions du Maroc. Donc les Nations Unies ont même perdu énormément de temps pour tenir compte des revendications justes du Maroc à inclure des tribus qui n'étaient pas inclus dans le recensement 74. Ensuite, il y a une grande perte justement de temps parce que une fois qu'au début des années 2000, les Nations Unies se sont aperçues qu'il était impossible d'organiser un référendum, qu'ils ont clôturé la commission d'identification, ils ont demandé aux deux parties de soumettre une proposition. Le Maroc, toujours faisant preuve de bonne foi, a soumis ce qu'on appelle le plan d'autonomie en 2007. Malheureusement, de l'autre côté, le Front Polisario n'évolue pas et ne propose rien de concret et se maintient comme une bouée de sauvetage à ce fameux référendum dont même les Nations Unies ne parlent plus. Alors, pour Madame Naïma Al-Qourchi, pour nous rappeler exactement qu'est-ce que c'est la mission de la MINURSO pour nos auditeurs. C'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Exactement, ces deux mandats, son mandat principal a été de maintenir le cessez-le-feu qui est effectif depuis 91 et d'aider, on a notamment 90, c'est ça, du Conseil de sécurité. Exactement, et donc il a mis en place le plan qui a été signé par les deux parties avec la mise en place de la MINURSO dès 91 dont la base principale se trouve à l'Aïoun avec une autre des bureaux de l'autre côté à Tindouf. Et donc la mission principale est vraiment à son actif, il y a la surveillance du cessez-le-feu. Elle devait aussi apporter son soutien logistique, notamment pour le rapatriement des populations qui sont toujours à Tindouf pour être rapatriées du côté marocain, mais comme vous le savez, malheureusement, ce rapatriement n'a toujours pas eu lieu. Effectivement, de la MINURSO et du détachement militaire de
230 militaires, je crois, qui surveillent aujourd'hui les activités des forces en présence ainsi que la préparation du référendum sur le statut final. Selon vous, aujourd'hui, on voit que beaucoup de pays africains, notamment le Mali, la Libye, on voit une certaine balkanisation. Certains intellectuels, certains historiens africains parlent d'une balkanisation en Afrique. Pensez-vous aujourd'hui que non seulement le projet d'autonomie que le Maroc a présenté en 2007, comme vous l'avez rappelé très justement historiquement, est une solution non seulement pour le Maroc, mais aussi un modèle pour l'Afrique et pour, je dirais, l'intégrité territoriale? Tout à fait. J'ai assisté la semaine dernière à une conférence internationale à Genève sur la sécurité globale avec une étude particulière sur la zone sahélienne et aussi avec l'Irak, ce qui se passe. Et justement, dans mon intervention, j'ai démontré justement comment la régionalisation était gage de stabilité des pays. Et notamment, c'est pour ça que la régionalisation avancée que le Maroc va mettre en place est non seulement un gage de stabilité pour le royaume, mais dont les États voisins devraient s'inspirer. Parce qu'il n'y a aucun pays qui n'ait une identité unique. Tous les pays sont composés d'une diversité culturelle. Or, justement, cette régionalisation va permettre à chaque spécificité régionale d'avoir une certaine autonomie tout en restant unis dans leur territoire. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de pays maintenant s'inspirent et suivent avec attention la régionalisation marocaine pour pouvoir ensuite l'appliquer dans leur propre pays. Alors, je sais que vous êtes une conférencière très active et une militante, une grande patriote aussi du Maroc. Pourriez-vous nous parler de vos projets actuels? Vous allez faire, je crois, une conférence au Danemark. Exactement, même si je n'aime pas m'avancer sur mes conférences parce que je préfère éviter un comité d'accueil, un certain comité d'accueil, mais j'ai des conférences justement suite à la conférence de Genève. J'ai été invitée à donner mon expérience, mon expertise sur la zone saharienne dans 3 pays scandinaves avant d'aller aux États-Unis. Donc justement pour expliquer comment ce conflit qui perdure au Sahara, non seulement déstabilise pas seulement la région du Maghreb, mais j'ai essayé d'expliquer aux Européens, et ils ont été attentifs parce que même je suis invitée à l'OTAN au mois de décembre justement pour parler de la situation des conflits avec les questions de sécurité pour les femmes, c'est-à-dire comment ce conflit déstabilise toute la région. Et avec le nombre de trafics et de vagues de terrorisme qui se développent dans la région du Sahel, il est plus que nécessaire d'appuyer, et je le répète à chaque fois, les efforts du Maroc pour mettre fin à ce conflit, parce que la pacification de la zone ne concerne pas seulement le Maroc, ni le Maghreb, mais aussi les pays européens, parce que de facto, la frontière maintenant de l'Europe n'est plus seulement la zone administrative et juridique européenne, mais elle s'est déplacée, et c'est le Maroc maintenant qui fait vraiment office de rempart contre le terrorisme et contre tous les trafiquants de tout genre, comme les migrations clandestines pour les Européens. Donc la stabilité du Maroc concerne une grande partie des pays européens, c'est signé même jusqu'aux États-Unis. Donc il est vraiment nécessaire d'appuyer le plan d'autonomie marocain, parce que tout le monde l'a reconnu des États-Unis aux pays européens, que c'était la seule solution juste qui puisse permettre de mettre fin à cette situation qui dure depuis 40 ans et dont les seules et véritables victimes sont ces milliers de populations qui sont enfermées dans une prison à ciel ouvert, dans un no man's land caractérisé par les Nations Unies comme une des zones les plus inhospitalières au monde et qui sont enfermés depuis 1975. Et encore, comme l'a répété la dernière résolution du Conseil de sécurité d'avril 2014, ils sont toujours pas recensés, donc on ne sait toujours pas combien de personnes sont véritablement dans ces camps. Ce qui veut dire que même la légitimité de ce front n'est pas réelle, parce qu'il est à peine représenté par une trentaine ou 20 000 personnes, ce qui est tout à fait ridicule pour oser parler sur la scène internationale au nom d'un soi-disant peuple sahraoui. On voit aujourd'hui, Madame Naïma Kanchi, que sur la ceinture sahélienne, comme vous avez dit, il y a, en géopolitique, quand on lit aujourd'hui l'actualité, on parle de poches, c'est-à-dire de poches de Arc-en-ciel, la chronique. Les Chebabs en Somalie, le Moudjahou, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que l'intégrité territoriale est-elle aujourd'hui une solution face à ces groupes terroristes? Bien sûr, parce qu'un État stable, comment ça? Oui, c'est-à-dire oui, évidemment, je comprends pas votre question, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, d'abord, elle est là, le Maroc a acquis son intégrité depuis le départ des Espagnols, donc nous, elle ne bougera pas, l'intégrité du Maroc, elle est acquise. Pour expliquer et aucune ingérence, et même malgré les ingérences étrangères, personne ne remettra en cause l'intégrité territoriale du Maroc. Nous avons encore 2 villes qui sont colonisées au nord, mais au sud, nous avons récupéré nos provinces du sud.
On voit par exemple... Ce que je veux dire par là, c'est que la stabilité du Maroc et un certain nombre de pays européens et même de grandes structures onisiennes et ainsi que l'OTAN le reconnu. C'est pour ça qu'il y a pas mal, le Maroc maintenant est associé dans les grandes opérations contre le terrorisme, contre les instabilités, comme ça a été le cas au Mali. La stabilité, le Maroc maintenant fait office dans la région de seul pays stable sur lequel les autres pays européens peuvent s'appuyer pour faire face aux vagues de terrorisme qui ne manqueront pas de se développer aussi dans cette... Madame Naïma El-Kourchi, je tiens à vous remercier infiniment parce qu'il me reste 5 minutes. Pour conclure justement, je trouve qu'aujourd'hui la marche verte, pour moi, c'est vraiment l'essence de notre militantisme moderne. Et donc, par respect pour ces militants, ces 350 000 personnes qui ont été spontanément pour défendre leur intégrité, nous, maintenant, les militants, nous devons nous inscrire justement dans cet état d'esprit de cette marche, c'est-à-dire nous devons agir avec dignité, avec dévouement et avec sincérité. Et il en va aussi pour les institutions qui sont là pour nous soutenir, c'est-à-dire de soutenir les véritables militants qui sont là pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc avec sincérité, dévouement et dignité. L'émission Arc-en-Ciel y est fidèle et sachez-le que le message est clair et nous sommes heureux d'avoir des gens qui parlent avec cette clarté et avec cette honnêteté sur nos ondes. Merci Naïma El-Kourchi et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. زين العقل وثبات والله لم تبات والله لا وعرات المراتب الكبيرة المدونة اللي عطار راني فرحان في قلبي المدونة راه جات بنات بلادي نشطات وبنات بلادي قريات بنات بلادي نشطات 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 زيد 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 لينا لينا ودرقية وشطحية ودرقية يا دعنيد يا دعنيد الشطحة النخوة الشطحة جا دعنيد عليد زيد Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. سيداتي ونسادتي إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد، وهذه المرة مع دكاترة جدد إن شاء الله من العيار الثقيل أو قادة سياسيين من العيار الثقيل. فرحة عارمة بلادنا إن شاء الله. عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة أينما كانوا، عيد المسيرة الخضراء وكذلك عيد استقلال المغرب، وتبقى المملكة المغربية مستقلة حرة أبية. Arc-en-Ciel.